Bonjour, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui l'amiral Guillot. Bonjour amiral, merci Bonjour, beaucoup Monsieur d'avoir Volcker. accepté mon invitation. Vous avez une carrière absolument prestigieuse. Vous avez commandé le porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle. Vous avez été chef d'état-major particulier du président de la République, je regarde les dates, de 2006 à 2010, puis commandant suprême, si j'ose dire, chef d'état-major des armées françaises du 25 février 2010 au 14 février 2014. Vous avez donc une expérience considérable dans de nombreux domaines militaires et politiques. Vous avez également une forte expérience dans la question de la guerre informatique. Donc, pour commencer, peut-être par l'actualité la plus brûlante, c'est-à-dire ce qui se passe en Ukraine, quelle est votre perspective, quel est votre regard sur la situation actuelle? On a beaucoup dit que l'hiver, ça allait marquer une pause. D'autres disent que non, l'hiver c'est propice aux attaques puisque le sol est gelé et les chars peuvent avancer plus facilement. Quel est votre sentiment sur cette guerre qui a maintenant plus de 10 mois? Sans mauvais jeu de mots, je crains beaucoup que le conflit ne soit en train de se geler et devenir plutôt un conflit du type israélo-palestinien qui dure... D'attrition. D'attrition lente. Dans ce domaine-là, l'hiver n'a certainement pas la même importance qu'il avait face à Napoléon ou face aux troupes nazies en 1942, parce que les deux belligérants, l'Ukraine et la Russie, sont parfaitement habitués à des températures très basses. Vu des combats purs, l'hiver implique une logistique adaptée. Il faut beaucoup mieux nourrir les habitants et pas seulement les soldats. Et on sait que c'est un peu le drame. Mais les matériels sont capables de tenir. Donc, savoir si ça va faire basculer d'un côté ou de l'autre, je crois que c'est seul, je dirais, les semaines et les mois qui viennent nous le montreront. Par contre, j'ai assez peur qu'on aille vers un conflit qui s'enlise. On le saura finalement pas avant l'été 2023, mais ce sera peut-être trop tard. Il y aura encore eu des dizaines de milliers de morts. Et est-ce qu'à votre avis, l'état de l'armée russe lui permettrait, pendant cet hiver, d'attaquer, de lancer une nouvelle offensive, par exemple en direction de Kiev? Écoutez, je n'ai pas d'informations précises, en tout cas pas plus que celles que j'ai comme vous par les journaux. La mobilisation des 300 000 hommes continue, à ma connaissance. Une nouvelle vague, mais assez naturelle d'ailleurs, de mobilisation est annoncée pour le début de l'année prochaine. Est-ce que cela suffit pour former de nouveaux combattants? Quel est l'état des stocks de matériel, de munitions, d'équipements individuels? Personne en réalité ne le connaît. On entend beaucoup de choses, mais personne ne sait la réalité. C'est triste de ne pas savoir, mais pour l'instant, ce serait vraiment lancer des dés en l'air en prédisant de quel côté ils vont retomber. Les Ukrainiens sont victimes en ce moment, et en particulier la population civile, d'attaques plus ou moins organisées contre des centres d'électricité, de téléphone, d'eau et tout ça. C'est-à-dire que le pays, les habitants eux-mêmes, pas seulement les soldats, souffrent énormément de cette guerre qui est dirigée en grande partie contre des objectifs civils en ce moment. Et ces attaques sont menées actuellement en grande partie par des drones d'origine iranienne. N'y a-t-il pas un moyen d'empêcher les livraisons massives de ces drones à la Russie, parce qu'ils doivent bien venir par les eaux internationales? Il y a deux aspects dans votre question. Il y a d'une part le fait que nous ne sommes plus dans des conflits, je dirais, habituels, où c'était une armée contre une autre armée. Alors on dit que la guerre est hybride, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, on parlait de guerre totale, puisque quand vous attaquez les populations civiles, quand vous attaquez les infrastructures, les hôpitaux, c'est aussi une guerre absolument totale. Et là encore, je ne parle pas d'intensité, mais tout le monde souffre, la population, les enfants, etc. Donc ça, c'est le premier point. Pour arriver à ces fins, la guerre n'est plus seulement une affaire de militaires. On le voit bien. Ensuite, les moyens utilisés, qui sont des drones. Les soviétiques avaient déjà des drones, puisque les Ukrainiens ont utilisé des drones d'origine et datant de l'époque soviétique pour attaquer des bases aériennes
au sud de Moscou. Manifestement, la Russie n'a pas pu ou pas su développer des choses à la fois simples, faciles à fabriquer et faciles à mettre en œuvre en nombre suffisant. Ils sont apparemment, les Russes sont allés en acheter en Iran, mais si vous regardez, vous avez une frontière entre l'Iran et le sud du Caucase. Ça peut passer par là, ça peut passer par la Caspienne, ça peut passer par la mer Noire. Et la mer Noire est une mer fermée, interdite en réalité aux Occidentaux. Et donc aucun moyen de contrôler les trafics par là. Alors, j'ai une autre question à vous poser qui concerne précisément l'état de l'armée russe. Parce que pendant des années, le président Poutine, chaque année, à la fête nationale, montrait des armements extrêmement perfectionnés. Et lorsqu'il s'est agi d'attaquer Kiev, dont on disait qu'on ferait la conquête en 2-3 jours, on s'est aperçu que cette armée n'existait pratiquement pas. Vous, en tant qu'ancien chef d'état-major des armées, comment pouvez-vous expliquer cette différence de perception entre l'espérance des Russes et la réalité? Au tout début, et comme tout le monde, comme tous, j'ai été assez surpris par les piètres performances militaires russes. Et puis, après, mais c'est plus facile d'expliquer après coup, ex post, oui. Bien sûr. Après, je me suis souvenu d'un certain nombre de fondamentaux très anciens dans l'armée russe. Déjà, d'une certaine façon, on pourrait penser que l'armée russe d'aujourd'hui a une structure qui n'est pas différente de celle de l'armée impériale russe de 1812. C'est-à-dire beaucoup d'officiers, assez courageux, et puis ensuite une troupe et aucun corps intermédiaire. Toutes les armées occidentales, y compris maintenant d'ailleurs l'armée ukrainienne depuis qu'elle a été réorganisée après 2014 par les Anglais, largement autant que par les Américains, vous avez des corps intermédiaires, des corps de techniciens, de sous-officiers, et surtout, du coup, la capacité de prendre des initiatives. L'armée russe aujourd'hui, c'est 20 à 25% d'officiers et une masse, sans que quoi que ce soit de péjoratif, une masse de chair à canon, de pied-taille. Et du coup, eh bien, si vous avez une opération qui ne se passe pas comme prévu, vous êtes obligé d'attendre de recevoir des ordres, vous ne savez pas imaginer. Le deuxième aspect, c'est que l'armée russe actuelle était directement héritière de l'armée soviétique, qui avait une double hiérarchie. Vous aviez la hiérarchie des commissaires politiques et puis la hiérarchie des militaires professionnels purs, même si ils étaient formés à l'origine de la même façon. Les commissaires politiques ont disparu avec l'implosion de l'URSS, et c'était les commissaires politiques qui, du temps de l'armée rouge, disaient « je change la mission, je suis encerclé, donc je décide de faire une sortie ». Aujourd'hui, on est encerclé, on meurt sur place. Oui. Ça n'est pas un progrès. Pas vraiment. Et en ce qui concerne l'état de l'armée française aujourd'hui, est-ce qu'elle a le nombre de matériel suffisant, d'avions, de canons, de chars, de munitions, pour être prête à un conflit, même de basse intensité, en Europe? Alors, un conflit en Europe, vu de l'armée française, aurait une caractéristique extrêmement différente de ce qu'on a pu faire ailleurs, en Libye, en Afrique, voire en Afghanistan. C'est que nous ne serions pas seuls déjà. Donc il est extrêmement difficile de dire l'armée française pourrait-elle résister à l'armée rouge, à l'armée russe aujourd'hui. Entre le nombre de personnes, de combattants, entre les matériels, entre les stocks de munitions, c'est évidemment un peu compliqué de répondre, et on aimerait toujours avoir plus de munitions, plus de chars, plus de canons, plus d'avions et plus de navires, puisque la marine russe a réinvesti depuis une vingtaine d'années tous les océans du globe, et en particulier devant les côtes françaises. Donc, nous ne serions pas seuls. Et ça change énormément de choses. La question, ça veut dire que nous aurions des alliés, que nous devrions coopérer. Et si nous coopérons, il faut absolument que nous nous répartissions d'une certaine façon les rôles, les tâches. Pas forcément telle armée ayant des chars et telle autre n'ayant que des hélicoptères de combat, mais telle armée dans tel domaine, sur tel terrain, sur tel type de terrain géographique,
serait privilégié plutôt que l'autre qui viendrait en soutien, etc. Donc c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Mais de toute façon, il faut que nous nous réarmions. Ça, pour le coup, c'est sûr, quand on voit le taux d'emploi des munitions des deux côtés en ce moment. Et là, pour le coup, mais le monde entier est confronté à ça. Par ailleurs, en termes de savoir-faire militaire, oui, nous les avons. En termes d'emploi de munitions, là, ce que vous venez de mentionner, est-ce que c'est une grande nouveauté de voir que finalement les armées tirent beaucoup plus de munitions que prévu? Pendant longtemps, on a espéré que l'amélioration de la précision des munitions faisait que pour détruire un immeuble, au lieu de tirer, je vais vous dire n'importe quoi, 500 obus, il suffisait d'un missile. La seule difficulté, c'est que le missile vaut beaucoup plus que le prix cumulé de 500 obus. Ah! Donc ça, c'est une première difficulté. Sa deuxième difficulté, c'est qu'il faut pas mal de temps pour le faire. Et la troisième, pour le fabriquer, c'est pas quelques semaines ou quelques mois, c'est plus souvent plusieurs dizaines de mois. Et la troisième difficulté, c'est qu'il faut des matériels électroniques qui ne sont pas forcément facilement accessibles. Et on voit bien qu'après la crise du Covid, la rupture dans le monde entier des chaînes d'approvisionnement, le retard dans les livraisons de voitures, les fabrications de batteries, ce qu'on veut, et donc les matériels militaires sont soumis à la même chose. Ce qui fait qu'on maintenant on réserve les armes extrêmement précises à des objectifs que je qualifierais de haute valeur ajoutée. Pour le reste, on utilise les obus tels qu'ils existaient déjà pendant la Première Guerre mondiale. Et ces canons français qui ont été donnés à l'Ukraine, ils sont vraiment beaucoup plus performants que la concurrence? Ils sont très très performants. D'abord, ils sont très précis. Ils ont une excellente portée, avec un bon calibre, donc une bonne charge explosive. Et ils ont un énorme avantage par rapport à l'essentiel de la concurrence, c'est qu'ils sont extrêmement mobiles. C'est-à-dire que vous tirez une dizaine de coups, ça va vous prendre quelques dizaines de secondes. Pas plus? Non. Et ensuite, vous vous déplacez. Or, aujourd'hui, il y a des radars partout, et donc vous voyez un obus arriver, vous le voyez au radar, mais puisque vous le voyez arriver, vous savez d'où il est parti. Et donc votre adversaire va faire ce qu'on appelle un tir de contre-batterie, et il va bombarder, Oui. mais quasiment, pas instantanément, mais dans les minutes qui suivent, il va bombarder l'emplacement où vous étiez. Et donc si vous avez un camion mobile comme l'est le César, mais vous êtes parti. Et donc la salve de contre-batterie, elle arrive sur une terre vide. Et vos canons ne sont pas détruits. C'est un énorme avantage tactique. Et la France, en ce qui concerne la fabrication et l'utilisation des drones, est-ce qu'elle est en bonne position par rapport aux alliés et aux concurrents? Alors, en termes de fabrication, ça dépend de quel modèle de drone. Les petits drones, oui, ça va, on sait faire. Les drones moyens et gros, on est plutôt en retard. D'ailleurs, nous avons acheté des drones d'origine américaine. Vous savez qu'il y a des projets européens, mais tout ce qui est coopération, c'est un peu plus lent que si on le faisait en national, mais d'un autre côté, le marché et les coûts de développement sont partagés. Donc, il y a malgré tout une équation économique, hein, même quand vous faites la guerre et même quand vous achetez du matériel. Mais j'aimerais qu'on en ait un peu plus, c'est certain. On n'est pas très en avance. Et les Iraniens ont décidé de fabriquer, si j'ai bien compris, des drones bon marché que les Russes leur achètent en grande quantité. Oui. Est-ce que ça, d'un point de vue militaire, ça a un intérêt? Ça a d'abord un intérêt de terreur. Parce qu'un drone, à la limite, si vous décidez qu'il est suicide, un kamikaze, et c'est un peu la façon dont les drones iraniens sont utilisés par les Russes, il arrive sur un immeuble, vous terrorisez les habitants de l'immeuble qui n'ont rien à voir pourtant directement avec le conflit. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de guerre totale. Et c'est dans la guerre totale, vous avez un aspect psychologique très important. Oui, et donc ces drones iraniens sont abattus aussi en grand nombre par la défense. Oui, mais il suffit que 2 ou 3 passent, oui, c'est ça, oui. Hein, pour que l'effet psychologique soit atteint. Alors vous avez aussi exercé vos fonctions en Afrique à propos de l'opération Serval. Comment rétrospectivement jugez-vous cette opération et
en faisant de la prospective également, comment avez-vous ressenti le départ des troupes françaises du Mali et comment voyez-vous la situation évoluer là-bas? L'opération Serval, quand elle a été déclenchée, à la demande du gouvernement légal de Bamako, de l'époque, visait à empêcher, je dirais, la submersion finalement, venant du nord du Mali par 3 groupes rebelles, terroristes et islamistes pour certains d'entre eux, qui s'étaient alliés contre toute attente et pour les empêcher d'arriver jusqu'à Bamako et pour les empêcher de faire tomber l'État malien. Donc l'opération elle-même, elle s'est terminée en avril 2014. Elle a duré 4 mois et demi. En elle-même, elle a été un succès. Elle a été d'ailleurs extrêmement bien accueillie par les populations locales. Moi, je me souviens très bien être arrivé à Tombouctou le surlendemain de la libération de Tombouctou. La liesse était absolument impressionnante. Et puis, à l'issue de ça, comme les groupes terroristes islamistes n'étaient... Bon, ils avaient pris des coups, mais ils n'étaient pas vaincus. Il a été décidé de basculer sur une opération qu'on a appelée Barkhane, mais là, je n'étais plus aux affaires, qui était une opération qui couvrait l'ensemble de la zone sahélienne et en coopération avec les pays africains de la zone, bien sûr. Et eh bien, bon, là, le président de la République a décidé d'arrêter l'opération Barkhane parce que finalement, il se passait encore pas mal de choses. C'était des escarmouches, mais fondamentalement, il n'y avait pas le progrès qu'on espérait dans la baisse de la pression islamiste terroriste, qui est à la fois terroriste, islamiste, du grand banditisme également. Tout ça, c'est très mêlé, hein, c'est un peu compliqué. Et donc, il fallait réorganiser ça et surtout, sans doute, donner plus la main aux pays d'accueil, que ce soit le Mali, le Niger, ça va jusqu'au Sénégal maintenant, ou le Burkina Faso. Et on voit bien que l'ensemble de la zone est déstabilisé, même au-delà. Hein, ça va jusqu'en RCA. Oui. Mais est-ce qu'il y a un moyen de s'opposer à ça? L'erreur que nous avons sans doute commise, c'est d'avoir voulu le faire trop par nous-mêmes. Le faire avec les pays africains, ça c'était très bien. Mais plutôt que d'accompagner les pays africains, dire aux pays africains de nous accompagner. Or, c'est chez eux. Oui. Et donc, il faut mieux que nous, à mon avis, aujourd'hui, mais là encore, c'est plus facile de porter ce jugement après coup. Mieux vaut que nous proposions aux pays africains de les accompagner, plutôt que de leur dire on vous organise ça et vous vous greffez dessus. Comment expliquez-vous les manifestations d'hostilité d'une partie de la population de ces pays, de certains pays, à l'égard de la France, enfin des soldats français? Il y a d'une part, il y a une entreprise particulièrement nette, prouvée en plus de déstabilisation menée par les Russes, et j'ai bien dit les Russes, je n'ai pas dit la Russie, je me méfie, et en particulier le groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est un groupe prédateur, c'est un groupe de mercenaires qui cache des intérêts miniers, en particulier. Il suffit d'aller regarder en République centrafricaine, il suffit de regarder les accords qu'ils ont passés au Mali, et il suffit de regarder ce que réclament et pourquoi au Burkina Faso, quand on voit des drapeaux russes devant l'ambassade de France. Bon, il suffit de payer. Ouais. Et donc, il y a une entreprise assez nette sur les réseaux sociaux qui a été mise en évidence. On a vu le groupe Wagner mettre en scène au Mali en disant les Français ont abattu, alors qu'on voit les gens de Wagner sortir, déterrer des cadavres. Ouais. On les voit. Ok, je pense que en fait, les populations africaines ne sont pas dupes au fond d'elles-mêmes. Alors, si les gouvernements veulent changer d'alliance, c'est leur droit le plus strict, bien sûr. Je le regrette sur un certain nombre de sujets, mais je pense que
D'ailleurs, on en entend un certain nombre dire, nous n'allons pas passer d'une alliance exclusive avec la France à une alliance exclusive avec un autre pays, quel qu'il soit, que ce soit la Chine ou la Russie. Il y a volontairement... La Russie a une très très grande tradition, mais qui est séculaire, de déstabilisation de ses adversaires. C'était le KGB autrefois, le FSB et le GRU aujourd'hui. C'était l'Okrania du temps des tsars, qui faisait déjà ça à l'étranger. Donc ça n'a rien de nouveau. Et Wagner, puisqu'on parle de lui, ils exploitent directement des mines de diamants, des mines ils se font payer en nature. Oui. Donc ils ont les droits d'exploitation. Et à votre avis, ça représente beaucoup d'argent? Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'ils doivent y trouver leur intérêt, puisqu'en fait, ils se font payer littéralement en nature. On le sait en République centrafricaine. On en a maintenant les preuves. D'ailleurs, ils s'en vantent. Hein. Il y a autant d'ingénieurs mineurs que d'officiers mercenaires de Wagner qui sont au Mali. Puisqu'on parle des mercenaires de Wagner, et je voudrais revenir à la guerre en Ukraine, comment expliquez-vous les massacres nombreux qui ont été commis par des soldats russes? Est-ce que ce sont des ordres qu'ont ces soldats? Est-ce que c'est une opération terroriste planifiée? Comment expliquez-vous des crimes particulièrement atroces touchant des femmes, des civils, des enfants? Je pense que c'est surtout l'absence d'un encadrement. Je vous disais tout à l'heure, les Russes, il y a beaucoup d'officiers et puis il n'y a pas de sous-officiers. Dans les autres armées, il y a un corps de sous-officiers qui est assez important. Et donc, quand vous laissez des gens sans aucun encadrement, quel qu'il soit, les plus bas instincts peuvent se libérer. Et ça peut donner ce genre de choses. Je ne crois pas qu'il y ait, enfin j'espère que non, parce que ce serait épouvantable, mais qu'il y ait une volonté de torture absolument systématisée. Mais il y a un vrai problème de structure. En ce qui concerne, pour terminer cette émission, l'armée française, souhaitez-vous une augmentation importante du budget des armées pour faire face aux menaces qui deviennent de plus en plus visibles? Je pense que nous n'y échapperons pas. Nous n'y échapperons pas. La question est à quel rythme, bien sûr, et les armées représentant par définition la nation, si on augmente le budget des armées de façon inconsidérée, rapportée à l'état économique du pays, ça ne sera qu'un feu de paille. Si on estime que ce sont les Américains qui feront tout à notre place, comme beaucoup d'Européens le pensent, eh bien nous ne serons plus que des vassaux ou voire des supplétifs, et c'est pas tellement dans l'âme nationale. Ça, c'est pas le français de base, il n'est pas tellement sur ce genre de choses. Donc oui, on va être obligé d'augmenter. Nos gouvernants vont donc être confrontés à des choix redoutables, parce que ce que vous dépensez à un endroit, vous ne le dépensez pas ailleurs. Et justement, une dernière question à laquelle je vous demande de répondre assez brièvement. Vous êtes un spécialiste de l'informatique. Est-ce que la guerre informatique va prendre une place de plus en plus importante? Oui, les gens ne s'en rendent pas compte, elle est déjà très importante. Ce qui s'est passé en Ukraine, il y a eu énormément de tentatives, mais comme il y avait beaucoup de hackers d'origine ukrainienne qui sont redevenus ukrainiens le 24 février, ça a bloqué en fait les tentatives russes. Et oui, c'est une guerre de tous les instants. Merci beaucoup, Amiral Guillot, d'avoir bien voulu participer à cette émission, et merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.